Alors sans plus attendre, nous allons marquer maintenant le premier temps fort de cette matinée de débat consacrée à la qualité dans tous ses états. Et notre première table ronde va réunir des intervenants venus d'horizons très divers, pour qui la qualité est une ambition, c'est un enjeu de tous les instants, parce qu'elle engage leur nom, celui d'une marque, celui d'une entreprise, avec toujours l'excellence en ligne de mire. Je vous demande d'accueillir celui qui tutoie les sommets, qui a décroché 2 étoiles au guide Michelin édition 2018. Sacré cuisinier de l'année, voici le chef Jean Sulpice. Bonjour. Convaincu que le meilleur du café et le meilleur des services sont encore à inventer, voici Arnaud Deschamps, directeur général de Nespresso. What else? Bonjour, bienvenue. Il a fait sa carrière dans les ressources humaines. En 2017, il intègre une entreprise dont tout le monde est client. Il s'agit de Philippe Dorge. Il est directeur général adjoint en charge de la branche service, courrier, colis, quelqu'un de très important du groupe La Poste. Bonjour, soyez le bienvenu. Pour lui, le bien manger est aussi et surtout une affaire de santé, créateur aussi de la Minute Papillon, qui est un signe de conseil nutritionnel en ligne. Voici Alon Zetoun, directeur général de Naturalia. Bonjour. Elle a fondé son studio spécialisé en design, architecture d'intérieur et scénographie. C'était il y a moins de 10 ans. Elle réalise également des scénographies pour des spectacles et des expositions. Une exposition personnelle lui a déjà été consacrée au Musée des Arts Décoratifs à Paris cette année. Voici la designeuse, Constance Guisset. Bienvenue. Là, je viens de faire quelque chose de pas qualitatif du tout. Il fallait faire le tour derrière les fauteuils. Et j'entends Laurent Brun, notre réalisateur, qui a dit « Mais non, il ne faut pas qu'on voit les fesses. » Voilà. C'est vrai ou pas, Laurent? Bienvenue à tous. Merci d'être là. Il m'a dit « C'est vrai » dans l'oreillette. Merci d'être avec nous. Je vais d'abord faire un tour de table basse et vous demander à chacun d'entre vous votre définition, c'est un mot, c'est une phrase, de la qualité. Jean Sulpice. Pour moi, la qualité, c'est respecter mes clients et surtout de prendre du plaisir pour le transmettre aux autres. Philippe Dorge. Moi, c'est penser client et agir qualité en permanence, l'excellence. Et une grande bienveillance aussi vis-à-vis des personnes, mais une grande exigence sur les problèmes et les écarts. Constance Guisset. Pour moi, la qualité, c'est un équilibre entre un certain nombre de facteurs. Bien sûr, l'usage, l'esthétique, mais aussi la marque, le prix, la fabrication. Et un objet de qualité qu'on peut concevoir, c'est un objet qui respecte en fait cet équilibre, dans l'absolu. Arnaud Deschamps. Pour moi, la qualité, c'est de la création de valeur durable. Je tiens beaucoup au côté durable. On va développer dans un instant, parce que ça, je pense que c'est intéressant. Je sais que ça vous tient à cœur. Alon Zetoun, votre définition de... Définition rapidement. Nous, on est une entreprise qui porte du sens, qui a une mission qui est de tendre à respecter l'environnement et à ne pas le dommager. Et donc, nous, la qualité chez nous, la vraie qualité, c'est d'être fidèle à cette mission-là et de porter, construire, développer les engagements qui sont les nôtres par rapport à cette mission. Constance Guisset, votre métier de designer, de scénographe, est, j'allais dire entièrement, peut-être pas entièrement d'ailleurs, lié au beau, à l'art, à la création. À quel moment, pour la partie création, se pose la question de la qualité, justement ? D'abord, effectivement, il y a une partie création au début du travail qui peut être relativement longue et qui se réinjecte au fur et à mesure de la conception d'un objet. La qualité, c'est évidemment l'exigence d'une forme de différence, de penser quelque chose qui est mieux. Quand un designer pense un objet, c'est parce qu'il considère qu'il n'existe pas aussi bien ailleurs. On est forcément insatisfait par ce qu'on peut trouver et on a envie de faire mieux, de proposer mieux, de résoudre des problématiques qui existent. Et donc, à chaque instant dans la création, se pose cette question de la qualité intrinsèque de l'objet, mais même de l'usage en fait et de sa forme esthétique. Je pense justement, pour rebondir tout de suite là-dessus, à une lampe, une suspension qui a fait un succès phénoménal que vous avez créé qui s'appelle Vertigo, ouais. Qui est... alors après, on reviendra sur la notion d'objectivité ou de subjectivité par rapport à la qualité. Voilà, on la voit ici à droite de l'écran. Elle est très belle. Est-ce que c'est uniquement ce qui vous a guidé quand vous l'avez conçue? Est-ce que vous vous êtes dit aussi, il faut qu'elle soit à cette... Pardon, c'est une question de béotienne, mais est-ce qu'il faut qu'elle soit à cette hauteur? Il faut qu'elle éclaire comme ci, comme ça? Il faut que le centre de lumière soit pas trop petit, trop grand par rapport à... Qu'est-ce qui vous a guidé? Alors,
La vérité, quand on conçoit des objets, c'est qu'évidemment, parfois, on peut tout planifier, mais si on avait toutes les cartes avant, ça se saurait. Il y a beaucoup de choses qui se font aussi avec l'intuition. On cherche, et puis tout à coup, on trouve, et parfois, on est même dépassé par ce qu'on trouve. Ça, c'est typiquement un objet que j'ai dessiné quand j'étais étudiante. Je travaillais sur une cabane qui disait l'intimité, mais qui quand même était un objet d'usage. Et tout à coup, j'ai travaillé autour d'une tente quechua que j'ai désossée, j'ai tressé des rubans, j'ai mis un abat-jour au centre, j'ai mis une lumière. Et tout à coup, j'ai travaillé les proportions et c'est arrivé comme ça. On parle de la subjectivité, je crois que l'image qui est derrière vous en dit beaucoup sur la subjectivité. Je pense que la qualité dans mon métier, elle est relative, parce qu'elle dépend toujours du contexte, elle dépend de la marque. Je ne fais pas le même objet quand je dessine quelque chose pour Monoprix, je ne fais pas la même assiette quand je dessine pour Monoprix ou quand je dessine pour une marque de luxe. La même assiette n'aurait pas le même impact en fait dans un magasin. Pardon, je vous coupe, pourquoi ce n'est pas la même assiette? En quoi ce n'est pas la même assiette? Est-ce que pour Monoprix que pour une grande marque de luxe, la qualité des matériaux, par exemple, est moins bonne? Alors, je dirais que la qualité de la conception doit être la même. Et c'est là que moi, je suis intransigeante par rapport à la qualité de ce que je peux concevoir. J'essaie toujours de faire au mieux avec la capacité d'action. C'est-à-dire que quand vous commencez à travailler pour Monoprix et que vous savez que vous faites une collection d'assiettes, vous dites pourquoi je fais cette collection. Je la fais parce que j'ai envie que ce soit accessible à tous. J'ai envie que tout le monde vraiment puisse s'offrir un objet de design. Et donc je la fais la plus belle possible en sachant aussi le prix final. Donc le prix final forcément a un impact sur les matériaux qu'on va utiliser, sur la façon dont on va les fabriquer, sur les épaisseurs. La façon dont vous présentez des assiettes chez Monoprix, la présentation aussi est importante, n'est pas la même que chez Hermès, cela va de soi. Et donc, des assiettes qui sont empilées, qui sont manipulées, qui sont touchées, le public n'est pas le même. Donc, on ne peut pas attendre on peut attendre la même qualité globale, mais la qualité, c'est un équilibre. L'équilibre n'est pas le même chez Monoprix, n'est pas le même chez Hermès. Et moi, puisque je travaille toujours avec des éditeurs différents, je m'adapte en fait à mon client. Si je dessine un bouchon d'huile d'olive, je ne vais pas avoir les mêmes exigences de matériaux que pour une table basse qui va aller chez un client particulier et qui va avoir des attentes en matière très élevées. Jean Sulpice, à quel moment, donc vous êtes chef 2 étoiles, à quel moment la qualité entre en ligne de compte dans votre profession? Est-ce que ça commence avec les produits ou ça commence même avant ça? Alors, ça commence sur une globalité, sur une expérience du client. C'est-à-dire que les produits sont indispensables pour un chef de cuisine. Sans bons produits, on ne peut pas faire une bonne assiette. On parle aussi d'assiette, c'est-à-dire qu'il faut aussi créer le contenu où on va mettre le produit dedans pour animer la qualité de ma recette. Et après, ensuite, là aussi, ce qui est très important, c'est l'ensemble du personnel qui va animer la qualité de ma cuisine, qui va animer la qualité de ma maison. Et c'est pour ça que j'ai créé le Team Sulpice qui est tout autour de moi. J'ai plus de 80 salariés qui animent cette qualité de mon entreprise autour de l'hôtellerie, autour du restaurant gastronomique, mais aussi du bistrot. Et ce qui est intéressant, c'est que la qualité, pour moi, elle n'a pas de prix. C'est qu'elle soit aussi bien dans une assiette pour mon bistrot ou de restaurant gastronomique, l'émotion doit être là et l'expérience doit être là. Pour moi, la création aussi doit être là. La qualité est égale créer, est égale émotion, est égale bien-être. L'assiette de grande qualité, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on trouve chez vous? Quand vous le servez à table, vous dites, là, je crois que c'est de grande qualité. Moi, la qualité aujourd'hui, de ma personnalité, c'est qu'à travers mon éducation et à travers ma personnalité, je suis né dans mon territoire, dans mon terroir, et aujourd'hui, je transmets la qualité de mon terroir, je transmets cette fibre que j'ai au quotidien à travers des produits qui peuvent être simples, mais en fin de compte, la difficulté, c'est de les rendre simples, mais bons, savoureux et évidents, parce que quand on les déguste, oui, c'est facile de faire de la qualité avec du caviar, oui, c'est facile de faire de la qualité avec des produits nobles, mais de faire de la qualité avec des produits qui sont peu connus, c'est pas facile, mais c'est là où c'est le plus intéressant. Et c'est là où rentre en compte, et la magie d'un chef, c'est de sublimer l'excellence du produit par quelque chose de simple. Et pour moi, la qualité, c'est respecter les autres, c'est respecter son client, parce que c'est dans du bien-être. Faire de la qualité, ça fait partie, c'est du bien-être pour moi. Arnaud Deschamps, chez Nespresso, la qualité se décline du choix des matières premières au service après-vente, en passant par la qualité du matériel et du service?
Oui, en fait, nous, on est rentré dans la qualité par notre produit intrinsèquement parce qu'on a inventé en fait une technologie d'extraction et une capsule qui nous permettait de protéger les arômes du café à 100% de l'oxygène et de la lumière. Et de fait, cette invention, elle a permis de faire un café qui était d'une qualité bien supérieure à la moyenne du café qui se trouvait sur le marché au moment où on l'a sorti, quoi. Donc, mais c'était une invention en fait qui nous a emmené dans la qualité en fait un peu par hasard. Et puis quand on a une force, on appuie dessus et puis on se prend au jeu. Et du coup on s'est dit ce serait bien qu'on fasse aussi attention à la qualité du café qu'on va mettre dedans. Donc Parce qu'au début vous disiez c'est du café. En fait au départ on mettait du café, voilà, et puis l'invention elle suffisait à sublimer ce café, quoi. Mais après une fois qu'on se prend au jeu, on se dit on va aller plus loin, on veut toujours aller plus loin. Et donc on a commencé à faire un café vraiment d'excellente qualité. Et en fait, quand Nespresso a commencé à bien fonctionner au début des années 2000, on a tracé notre courbe de supply et de demande et on s'est rendu compte que sur le marché, il n'y avait pas beaucoup de café de très haute qualité et qu'on allait être en difficulté et que si on n'arrivait pas à transformer l'amont agricole du café, en fait, on ne pourrait pas continuer à croître, quoi. Donc pour nous, ça a été vraiment une révélation et à partir de là, on s'est dit il faut se lancer dans le développement durable, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque. On s'est dit on veut rentrer en direct avec les fermiers et essayer de comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à nous produire la qualité dont on a besoin, pourquoi on n'arrive pas à avoir cette qualité et les profils aromatiques typiques de tous les terroirs. Parce que quand on achète un café en Éthiopie, on cherche une qualité, mais on cherche aussi une note de jasmin qui est typique du territoire éthiopien, du terroir éthiopien. Donc, on s'est lancé vraiment là-dedans et on s'est rendu compte de plusieurs choses. Premièrement, les gens ne gagnent pas bien leur vie, et c'est le cas aujourd'hui. Deuxièmement, leurs écosystèmes ne sont pas du tout en bon état, et donc ça a un impact énorme sur la qualité du café. Et puis, ils ne veulent pas transmettre leur ferme à leurs enfants, parce que quand on a une entreprise avec laquelle on ne gagne pas bien on gagne pas d'argent et on a un écosystème qui est dégradé, qui produit de moins en moins bien, et on ne transmet pas et donc du coup le café disparaît. Et puis l'autre chose qu'on a découvert et qu'on n'avait pas en tête en 2003 quand on s'est lancé dans le programme de développement durable, c'est le réchauffement climatique qui est une vraie réalité. Je veux dire, je ne sais pas comment on peut nier encore ça. Il y a de plus en plus de problèmes d'érosion. Les fermiers sont obligés de monter de plus en plus haut dans les montagnes pour cultiver le café. Aujourd'hui, il y a des experts sérieux qui disent que d'ici 2050, la moitié de l'arabica aura disparu de la planète. Donc l'enjeu pour nous, c'est justement de faire en sorte de pouvoir accompagner tous ces caféiculteurs, par exemple en faisant des programmes d'agroforesterie. On plante des arbres dans les plantations de café. Quand on plante des arbres, on fixe les sols, on permet à l'eau de rentrer dans les sols. Pour le café, les caféiers, il faut qu'ils poussent à l'ombre, il faut 40% d'ombre pour pouvoir faire pousser le café dans de bonnes conditions. On met de l'azote naturellement dans les sols, on donne des revenus additionnels à nos caféiculteurs. Donc on rentre tout de suite dans quelque chose qui est extrêmement positif parce qu'on rentre dans une forme d'économie circulaire où finalement on améliore la qualité de vie des caféiculteurs, on améliore la qualité du café. Nous, ça nous permet de le vendre plus cher et ça nous permet aussi de compenser nos émissions de carbone en même temps. Donc on voit bien qu'on arrive à rentrer dans des cercles comme ça hyper vertueux et qui sont essentiels si on veut sauver le café, parce qu'en fait, c'est de ça dont on parle, hein. Nous, on pense qu'il faut sauver le café, quoi. Et si on arrive, et la qualité peut nous aider à sauver le café. Si on arrive à faire monter d'un cran la qualité du café, si on arrive à faire passer l'idée à tous les consommateurs que le café vaut quelque chose, parce que quand même, c'est plus difficile de faire du café que de faire du vin, hein. Je suis désolé, hein. Le travail d'un caféiculteur ou d'un vigneron, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Travailler à 1500 mètres d'altitude, dans les conditions dans lesquelles il travaille, autour de l'équateur, et dans le Bordelais, ce n'est pas exactement la même chose. Donc si on n'arrive pas à remettre de la valeur dans le produit, à travers la qualité, on n'arrivera pas à faire en sorte que les gens vivent correctement. Et c'est le cas aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui arrêtent ce métier. Je voudrais juste faire un petit sondage main levée comme ça. Quels sont ceux parmi vous, levez la main, qui boivent du café avec des capsules? C'est vrai que moi, je suis client de la maison Nespresso et la qualité justement de Nespresso, c'est de donner la simplicité à l'ensemble de mon personnel, de pouvoir faire un café régulier et de bonne qualité régulièrement. Parce que aussi, ce qui est important dans la qualité, c'est la régularité, quoi. Et de faire bien une fois, c'est très bien, mais il faut faire bien tout le temps. Et à chaque fois qu'on fait un expresso ou qu'on fait un café, ça doit toujours être très bien. Et la qualité que vous avez eue, c'est de nous rendre cette facilité en tant que nous, restaurateurs, où on met cette capsule, on ferme, on appuie sur un bouton et on sait qu'on a une qualité de café qui est là et qui est régulier, quoi. On voit bien, Constance. J'ai une question. Quelle est votre stratégie par rapport aux capsules et aux déchets en fait, liés aux capsules? Oui, alors on rentre dans le... Ouais. En fait, non, mais c'est important. Non, mais parce Pardon, que finalement, je pose la question directement parce qu'on parle de... Ouais. Donc en fait, donc il y a plusieurs choses là, dans votre question. La première chose déjà, c'est que en fait, le bilan carbone d'une tasse de café Nespresso, il est équivalent
à une tasse de café filtre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le café, il est prédosé. Et en fait, on utilise beaucoup moins de café, on utilise beaucoup moins d'eau, on utilise moins d'électricité, on fait chauffer moins d'eau. Par contre, on utilise de l'aluminium. Et l'aluminium, il est recyclable à l'infini, mais il n'est pas nécessairement recyclé parce qu'en France, on n'avait pas les infrastructures Qu'est-ce pour qu'on fait recycler l'aluminium. pour recycler nos capsules qu'on met comme ça Alors, dans la poubelle et aujourd'hui, comme ça, voilà. Donc nous, on a créé notre propre système, parce que comme en France, on ne pouvait pas recycler l'aluminium correctement, on s'est dit, dans un premier temps, il faut se débrouiller tout seul. Donc on a créé un réseau de 5500 points de collecte partout en France. Vous allez sur notre site internet, vous mettez votre code postal et on vous dit où trouver le point de collecte le plus proche. Et puis ensuite, nous, ces capsules, on les récupère, en fait. On travaille aussi avec La Poste, qui nous aide dans les entreprises à collecter les capsules. Et en fait, toutes ces capsules, on les regroupe, en fait. On sépare l'aluminium du marc de café. L'aluminium, on le refond. Alors au départ, on le revendait, après on l'a utilisé pour les machines. Maintenant, on refait des capsules avec les capsules. Le marc de café, on le méthanise, on récupère du CO2 et du méthane. Le méthane, il nous sert à faire rouler des bus. Le CO2, il nous sert à injecter dans les serres de fleurs pour doper la photosynthèse et faire pousser les fleurs plus vite. Et puis le marc de café qui reste, on s'en sert de compost. Est-ce que vous avez une stratégie de recherche autour d'un nouveau matériau qui serait pas l'aluminium, mais qui pourrait être autre chose On cherche bien sûr ça tout le temps. On cherche même des solutions où on aurait la même qualité sans capsule. Nous, on est vraiment dans la recherche de qualité et c'est ça qu'on veut procurer à la fin. Après, aujourd'hui, il n'y a pas mieux... Il y a des concurrents qui ont des capsules en papier, c'est pas bien? Après, le problème du papier, c'est que c'est perméable, quoi. Donc à ce moment-là, autant acheter du café chez le torréfacteur. Enfin, à partir du moment où il est en contact avec l'oxygène et la lumière, pour nous, ça a moins d'intérêt, quoi. C'est aussi le problème du biodégradable aujourd'hui. Mais juste pour revenir sur le biodégradable, parce que c'est aussi intéressant dans les matériaux, le biodégradable, ce sera bien quand on pourra le recycler, quoi. Aujourd'hui, il faut du recyclage, il faut du compostage industriel pour utiliser le biodégradable. Et finalement, on est dans la même situation que l'aluminium où il n'y a pas les infrastructures. Est-ce que vous êtes satisfaite de la... On va revenir à vous après, Arnaud Deschamps. Est-ce que vous êtes satisfaite de la réponse? En fait, je me rapporte à mon propre métier. Très souvent, je me dis que j'aimerais penser des objets qui disparaissent une fois qu'on n'en a plus besoin, parce qu'on se pose toujours cette question. Et donc, vous avez plusieurs stratégies qui consistent soit à faire des objets qui soient parfaitement recyclables, avec des matériaux recyclables, soit des objets qui soient facilement jetables, en fait, ou au contraire, qui durent très longtemps. Avant, on achetait son canapé et on le gardait pendant 20 ans, éventuellement on le transmettait, c'était un canapé en cuir qui passait de génération en génération. Aujourd'hui, on a des canapés qui valent beaucoup moins cher et que du coup on jette et qu'on retrouve dans les encombrants le lendemain matin. Bon, c'est une vraie question du coup. Est-ce qu'on se dirige vers l'aluminium qu'on va apprendre à mieux recycler, à réutiliser comme vous le faites, ou est-ce qu'on se dirige vers, en parallèle, une autre solution? Moi, c'est ça que j'ai envie d'entendre en fait, c'est que toutes les options sont pardon. Non, j'aurais juste complété ça. Après, on va faire circuler un peu la parole. Parce qu'en fait, l'aluminium, nous, on s'est débrouillé tout seul, mais en fait, ce qu'on est surtout en train de faire depuis 10 ans, c'est qu'on change tout le système de collecte en France. C'est-à-dire que dans beaucoup de régions en France aujourd'hui, grâce à ce qu'on a fait, et parce qu'on finance ça aussi, quand dans votre poubelle jaune, vous pouvez mettre les capsules Nespresso et tout ce qui est en aluminium, les paquets de café, les couvercles de pots de yaourt, et on recycle tout derrière. Et c'est ça maintenant qu'on doit faire, nous, en tant qu'entreprise leader, c'est faire en sorte qu'on puisse... évidemment, dans un premier temps, on s'est débrouillé tout seul, mais ce qu'on fait, c'est qu'on change tout le système de collecte en France pour qu'on puisse plus jamais enfouir ou incinérer des métaux en France. On est encore faible en France sur le système de collecte. Ça progresse très très vite. Ouais. Alon Zetoun, est-ce que ce qu'on vient de dire, là, après on redéroulera le fil dans l'autre sens, mais ce qu'on vient de dire, est-ce que ce sont vous avez les mêmes questions et les mêmes problématiques chez Naturalia? On a forcément les mêmes questions du recyclage. Je pense que tout industriel alimentaire, enfin toute société de distribution alimentaire ou industrielle se pose ces questions aujourd'hui où c'est des vrais sujets. Le suremballage est un vrai sujet. Nous, typiquement pareil, on essaie d'y travailler. On a des emballages plastiques chez nous et ça ne nous satisfait pas. Donc typiquement, on travaille avec les industriels du secteur pour mettre des bacs à recycler dans nos magasins et ça devrait être lancé là en septembre. Maintenant, pour revenir sur la discussion, et en fait l'état aujourd'hui, on n'est pas satisfait aujourd'hui de l'état de ce qu'on a. Après, je trouve qu'il y a la différence, c'est ce dont on parle dans la qualité, il y a la recherche de la qualité, et puis il y a la perfection. La perfection, on ne l'atteindra jamais, elle est compliquée à atteindre. On a tous, je pense, en tant qu'entreprise, des objectifs économiques, en même temps que les objectifs de développement durable qui sont plus ou moins forts dans chacune entreprise. Donc, je pense que chacun essaye. Moi, je ne savais pas en fait les actions que faisait Nespresso pour ça. Je suis content de voir qu'il y a beaucoup d'efforts là-dessus. Nous, on travaille, je pense que tout le monde travaille là-dessus, avec plus ou moins d'envie au départ, et puis d'ambition par rapport à ces sujets. Chez vous, quels sont les points de qualité, j'allais dire, dont vous êtes le plus fier? Le plus fier Vous vous dites, on est
pas loin de la perfection. Non, nulle part. Nulle part. Non, je crois qu'on l'est nulle part parce qu'en fait, la qualité chez nous, c'est justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces objectifs de développement durable chez nous, ils sont consubstantiels puisque c'est pour ça qu'en fait, l'entreprise a été créée. Et on essaie tout le temps de s'améliorer. Donc, recyclage, je ne suis pas du tout content de là où on en est, mais on travaille dessus. Donc, je suis content en fait, des efforts qu'on fait pour atteindre la qualité qu'on cherche à atteindre. Sur la partie transport, en fait, on est en tout électrique quasiment sur Paris, région parisienne, mais on ne l'est pas en province, ça ne me satisfait pas. Donc j'ai le souhait à ce qu'on le soit en septembre. Sur la partie achat, donc on va beaucoup plus loin que le cahier des charges bio sur plein de sujets, mais parfois on n'arrive pas à y aller parce qu'en fait, le mois dernier, il n'y avait pas de production de fruits en France, donc il faut aller chercher en Italie. Ça ne me satisfait pas par rapport à ce que je souhaite, qui est d'aller au-delà de la bio, de faire vraiment une bio très locale, mais on n'y arrive pas. Donc il y a tout ce sujet de ce vers quoi on veut aller, et il y a cette ambition qu'on porte. Donc moi je suis fier des efforts qu'on mène pour arriver à réaliser nos engagements, même si je sais qu'on n'y est pas et qu'on est loin. Être porteur de sens, vous dites souvent que voilà, vous voulez mettre du sens dans ce que vous faites. Est-ce que ça fait partie de la qualité ou c'est autre chose ? Je ne sais pas si ça en fait partie. Enfin, nous, c'est le sens. Je ne pense pas que ça fasse partie de la qualité en tant que telle. Chez nous, ça en fait partie parce que c'est ce qui a créé la société. C'est ce qui fait que tous les salariés de Naturalia aujourd'hui sont venus dans la société parce qu'on est porteur de sens. Et nos consommateurs viennent à nous parce qu'on est porteur de sens. On parlait de valeur tout à l'heure. Les gens achètent les produits chez nous parce qu'en fait, ils ne viennent pas juste pour des produits bio qu'on peut trouver à peu près partout aujourd'hui. Ils viennent parce qu'on porte des valeurs en plus que ces produits bio-là. Les valeurs que j'évoquais, c'est-à-dire qu'effectivement, nos magasins typiquement sont éco-conçus, donc les dalles sont des matériaux de construction recyclés, on est en LED, les peintures sont solvants, le transport est électrique, on travaille, comme je disais, sur le recyclage, on travaille sur le don alimentaire. Donc sur tout l'ensemble de la chaîne de valeur, les clients qui viennent chez nous savent en fait qu'on travaille pour préserver l'environnement. Donc je ne sais pas si le sens est lié à la qualité, en tout cas chez nous, ça l'est clairement, parce que c'est notre mission. Philippe Dorge, alors vous êtes à la tête La Poste est un groupe 100% public puisqu'il est détenu aux 2 tiers par l'État, 1 tiers par la Caisse des dépôts. 260 000 salariés ? Oui, dont 140 000 sur la branche service courrier colis. Que vous dirigez. Absolument. Comme tous les grands groupes publics, vous faites partie comme la SNCF, du quotidien de la vie des Français. Donc on vous critique aussi régulièrement parce que ça n'arrive pas quand on souhaiterait, etc. Mais donc vous, la qualité, elle se situe où ? Est-ce que le client, c'est-à-dire 100% des Français doivent être satisfaits d'un service, et ça vous suffit ou ça va au-delà de ça ? Non, ça ne nous suffit pas parce que effectivement, nous tenons la qualité, je dirais, de services industriels, logistiques. C'est un grand appareil, bien sûr, puisqu'on collecte, on trie, on achemine, on distribue 32 millions de lettres par jour, 1 million de colis. On se porte donc aussi sur le monde des services. Et il faut tenir, bien entendu, nos activités traditionnelles, d'autant plus qu'on a une transformation à mener vers ce monde des services, de plus en plus de prestations aussi de services à domicile, que rendent en particulier le réseau de facteurs. Mais tenir en même temps cet ensemble logistique, cette qualité, je dirais, industrielle, vers une entreprise de services, où on met la qualité, j'appellerais, moléculaire, c'est-à-dire la relation avec chacun des clients, chacun de nos clients. Les facteurs, tous les jours, voient en face à face 800 000 particuliers, 400 000 entreprises professionnelles dans une relation vraiment face à face, à l'occasion d'une remise recommandée, une deuxième présentation de colis, avec des attentes clients qui sont beaucoup plus exigeantes, et c'est normal, et de mettre donc cette relation, ce lien avec chacun de nos clients. Et donc ce monde des services, évidemment, la marge de manœuvre de chacun de nos agents est importante. Donc de tenir les routines, de tenir cet appareil industriel, faire en sorte que tout tienne tous les jours, mais en même temps de donner une marge de manœuvre à chacun de nos agents, parce qu'on est dans le monde du service, dans lequel la relation humaine est très importante. Vous dites que les clients sont de plus en plus exigeants. Quelle est leur exigence ? Parce que j'imagine que ça ne se résume pas juste à que le colis ou la lettre arrive à bon port et à l'heure. Non, mais la Poste est bien entendu aujourd'hui complètement à prendre la vague du e-commerce, à titre d'exemple. Le e-commerce, c'est je veux mon colis quand je veux, où je veux,
comme je veux, avec une interaction. Je veux changer finalement mon lieu de livraison. C'est bien sûr des solutions digitales, numériques, avec une interactivité en particulier sur la livraison. Donc c'est non seulement l'information de ma livraison, mais c'est aussi une possibilité d'interagir avec la livraison. Et je change. Donc, ce sont des usages, évidemment, qui sont permis par la transformation numérique, qui pose aussi un autre problème à la Poste, puisque, bien entendu, le courrier diminue, mais en même temps, la Poste se met clairement vers ce monde des services digitalisés. Et en fait, c'est de tenir l'alliance, la qualité, par l'alliance entre un réseau physique et le numérique. Je crois que c'est important, pas simplement des solutions numériques, 100% full digital, mais de tenir l'humain. Ce sont nos 70 000 facteurs, nos 1500 livreurs colis Simo qui, pour tous, partout, tous les jours, donc, vont sillonner toute la France pour vous apporter la lettre, le colis que vous attendez, le service, la prestation de service. 7 millions de prestations de service aussi l'année passée par les facteurs. Et donc, pour nous, ça a été l'occasion de changer notre système de management de la qualité. On avait, pour faire simple, une organisation ordonnée autour de la qualité de service, c'est-à-dire finalement le pourcentage de courrier effectivement, qui va arriver à J+2 ou à J+3 ou à J+1 selon les gammes, que nous allons bien sûr garder, à un système de management sur le NPS. Le NPS, je pense que peut-être vous le connaissez, c'est le Net Promoter Score. C'est vous êtes bénéficiaire d'une prestation de service. La Poste vous envoie un mail pour vous demander personnellement si vous êtes satisfait et si vous recommanderiez ce service de la Poste, en particulier votre contrat de réexpédition, la deuxième présentation jour choisi de votre livraison colis. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que 25% des Français répondent à la Poste lorsque la Poste leur envoie ce mail. Et ce qui est important, c'est de ne pas nourrir ces feedbacks clients dans un système de reporting bureaucratique, mais de faire un feedback rapide, en boucle courte, immédiatement avec le facteur. Et donc, tous les matins, nos 70 000 facteurs ont un brief d'équipe avec leurs encadrants et ont le feedback que vous pouvez donner. Donc, si vous êtes bénéficiaire des services La Poste, les facteurs savent à la fois l'évaluation, la note et en même temps les verbatims, ce qui permet aussi de revenir vers le client dans cette relation individuelle. Donc, c'est vraiment mettre la qualité, la satisfaction client au cœur de notre projet managérial. Il y a une dimension humaine qu'on a évoquée, chacun d'entre vous. Arnaud Deschamps ? Non, juste si je peux me permettre, il y a aussi une dimension durable dans ce que vous faites, parce que nous, on a beaucoup de travail en commun sur ça, et il y a un vrai engagement de la Poste. Et je voudrais dire que là où il y a pas mal d'entreprises qui ont pris des engagements à 2030, 2050 de neutralité carbone, ça fait pas mal d'années déjà que la Poste est neutre en carbone, et nous, ça a été une grande inspiration. Vous avez été leader sur ça. Vraiment, moi, je félicite le groupe La Poste. Beaucoup de bienveillance dans cette table ronde. Merci. Avec une neutralité, effectivement, c'est un engagement de responsabilité sociale. Nous, clairement, on a mis la RSE avec la qualité, pour répondre avec la question. Pour nous, c'est un ensemble. D'abord, les clients nous attendent sur le service, évidemment, en tant que consommateurs, mais ils nous attendent aussi sur le respect de nos valeurs, les actions concrètes. La Poste, c'est la première flotte de véhicules électriques au monde, avant que la Poste chinoise ne se mette aux véhicules électriques, en tout cas. Donc, c'est la première flotte. Nous nous portons aussi sur toutes les solutions de logistique urbaine, puisqu'on voit bien que nos grandes métropoles sont de plus en plus encombrées par les livreurs en mode thermique. Et donc, il va falloir inventer de nouvelles solutions sur la logistique urbaine dans les grandes métropoles. Et puis, évidemment, tout ce qui est collecte, filière de collecte et de recyclage, parce que la Poste, c'est un réseau humain et digital, pour tous, partout, tous les jours. Encore une fois, 70 000 facteurs qui passent partout, en métropole, dans les grandes villes, dans les barres d'immeubles, mais aussi au milieu rural. Et donc, on a mis en place effectivement des solutions de collecte, puisque le facteur passe pour collecter ou distribuer le courrier. Il passe aussi chez vous, dans vos entreprises, pour collecter les déchets de bureau, les capsules Nespresso, et participer aussi ainsi à la mise en place de nouvelles filières. Pourquoi vous riez, Constance Guisset ? Non, mais je vois effectivement... tout à l'heure, quand je vous ai posé la question de la stratégie, c'est parce que moi-même, quand je fais des objets, j'ai parfois du mal à concilier les objets qu'on va faire loin, et on sait qu'ils vont avoir une empreinte carbone importante, mais ils vont être accessibles, des objets qu'on va faire plus près, et dont on sait qu'ils vont avoir une empreinte carbone moins importante, mais qui vont être plus inaccessibles. Et du coup, cet équilibre, il est toujours difficile à trouver. Et je me prenais un peu à rêver quand je voyais toutes ces mains levées avec les capsules. Je me disais, mais
peut-être qu'un jour, on trouvera une façon d'encapsuler le café lui-même avec peut-être un tout petit peu de chimie sur une paroi extérieure. Je suis sûre que vous faites ces recherches, puisque j'imagine que vous voulez aller plus loin, et c'est pour ça que je vous posais cette question. On a envie de rêver, en fait, on a envie d'être emmené encore plus loin et de faire les choses mieux, en fait. On ne peut pas se contenter de la façon dont on vit aujourd'hui. Vous avez tous beaucoup parlé de la dimension humaine, de la responsabilité sociale des entreprises, parce que tous, soit ce sont les citoyens qui viennent chez vous, soit c'est vous qui allez chez eux. Donc de toute façon, il y a en tout cas, il y a une démarche, il y a un effort. Alon Zetoun, c'est une dimension qui se passe comment chez Naturalia, en fait? Parce qu'à la Poste, on parlait du contact avec le client qui est très important. Et chez vous, comment ça se passe? Est-ce que là aussi, il y a une notion de valeur ou c'est simplement, on vient, on prend son sac, on paye, on s'en va? Alors, c'est parfois ça. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que les sujets, notre sujet de qualité de service, je pense dans tous les métiers de service, que ce soit de la restauration, la distribution de courrier ou chez nous de la distribution alimentaire, c'est un vrai sujet parce qu'en fait, on a des équipes magasins, parfois pléthoriques, 160 000 salariés, si j'ai bien entendu. 260. 240 total, 160, je crois, sur la poste et courrier. En fait, on ne peut pas avoir 160 000 personnes qui sont au top au niveau de service client. C'est juste pas possible. Et donc, chez nous, c'est pareil qu'ailleurs. Il y a, quand on va dans nos magasins, il y a un tiers d'équipes qui sont au top et donc qui correspondent à l'expérience client qu'on souhaite qu'ils aient. Donc, en fait, les gens sont accueillants, ils vous disent bonjour, ils vous amènent dans le rayon pour vous expliquer les produits et puis ils vous mettent vos produits dans le sac et puis vous partez, vous êtes content et vous revenez. Et puis il y a un tiers où l'expérience est OK, le magasin est plutôt bien tenu et ça se passe bien. Puis il y a un tiers où c'est catastrophique, enfin catastrophique à mon niveau, où c'est pas du tout au niveau où j'attends. Le magasin il est sale, les gens sont pas agréables, etc. Donc il y a une ambition qu'on peut avoir effectivement de qualité de service. Et je pense que dans tous les métiers de service, on a cette ambition-là d'une expérience qui doit être belle et magnifique. Et en fait après il y a la réalité. Et ce qui est dur dans nos métiers de service, c'est de réussir à gérer cette réalité-là, d'essayer de pousser en fait les magasins où on sait qu'il y a des problèmes pour essayer de les monter. Et puis de récompenser, de satisfaire ceux qui sont. Et du coup, d'ailleurs, moi, ça m'intéresserait de voir comment vous faites pour réussir à gérer cette réalité qui est souvent, malheureusement, loin de l'ambition qu'on peut avoir. Alors, c'est le point intéressant. C'est si certains magasins ou si certaines plateformes de distribution courrier-colis y arrivent, ça veut dire que c'est possible. Donc la question qui se pose à nous, effectivement, c'est pourquoi nous n'amenons pas toutes nos équipes au niveau des meilleurs. Et ça, c'est à la Poste, le système d'excellence qui le permet, par à la fois l'amélioration continue et essayer de poser des standards, un certain nombre de standards de gestes qui font que tout le monde doit arriver à ce niveau d'excellence. Alors, ça passe par effectivement une action managériale, qui est portée par deux choses. Encore une fois, une grande bienveillance à l'égard des personnes, des agents. Parce que si quelqu'un ne réussit pas les gestes de service qu'on lui demande, ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est que l'entreprise ne lui a pas permis de le faire. Et donc de s'interroger pourquoi un agent, il peut y avoir des cas marginaux, très marginaux de personnes qui ont la mauvaise volonté, mais à 99,9%, tout le monde cherche à bien servir son client. Donc si un agent n'a pas réussi à faire la qualité, le bon geste, c'est que l'entreprise n'a pas été en capacité de donner les moyens. Et donc ce qui est intéressant, c'est de porter aussi l'exigence de travailler sur les causes de ces écarts. Et chaque occasion d'écart, de dysfonctionnement, doit être une occasion d'analyse, de retour d'expérience pour faire mieux la prochaine fois. Jean Sulpice, pour conclure, en fait, j'aimerais que chacun d'entre vous, avec tout ce qu'on vient d'entendre, vous avez partagé votre expérience de la qualité avec nous et comment elle se traduit au quotidien dans votre activité à chacune et à chacun. J'aimerais que vous donniez un conseil à votre voisin, ou à qui vous voulez, pour améliorer la qualité de son service. D'être à l'écoute de son client, c'est ce qu'on fait au quotidien. Non, mais vraiment individuellement. Par exemple, suggérer à Philippe Dorge ou à Arnaud Deschamps une bonne idée pour... À la Poste. Bon, on ne va pas rentrer dans un débat, je pense. Non, mais un conseil. Ou tout simplement un avis de citoyen. Qu'est-ce que vous aimeriez voir améliorer à la Poste, par exemple? Par exemple, nous, la Poste de notre village a failli être arrêtée. Donc,
c'est une qualité qui est importante pour nos clients parce que pour toute la clientèle étrangère qui vient chez nous, ou nos clients, ils ont besoin encore de ce point dans un village, de pouvoir amener sa lettre, ou ça réconforte dans un village d'avoir une poste. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, avec tout le personnel, vous cherchez à centraliser toute votre chaîne. Et aujourd'hui, on perd un petit peu cette magie qu'il pouvait avoir avant de la Poste, de rencontrer aussi le facteur que nous, aujourd'hui, c'est vrai que... Comment ? Est-ce que vous connaissez votre facteur ? Non, je ne le connais pas. Et c'est vrai que avant, on allait chercher le courrier directement à la Poste. Maintenant, on ne peut plus aller le chercher. Il y avait des erreurs de courrier qui allaient chez différents voisins, etc. Donc, on cherche aujourd'hui aussi la simplicité, c'est que ça arrive chez nous et qu'on ne court pas notre courrier chez le voisin ou à droite à gauche, ou que le voisin nous ramène le courrier, parce que ça nous est arrivé dans mon installation à Talloires. Et une entreprise comme la vôtre, je suis étonné. C'est comme si moi, par exemple, l'assiette que le client a la commande, je la mets à la table d'à côté, quoi. Et moi, demain, je serai pas certainement là à côté de vous. Philippe Dorge, un conseil à Constance Guisset. Ah. J'en ai plein à recevoir, mais j'en ai pas à donner, malheureusement. Ah, il va falloir en trouver un pour Alon Zetoun. On peut Non, peut-être désobéir. je connais peu le monde du design, je vous le dis très sincèrement, mais peut-être une question, c'est comment vous captez, vous collectez finalement les avis de vos clients, et comment vous captez le feedback finalement des amateurs, de toutes les personnes, parce qu'il y a les distributeurs, mais finalement, comment vous allez vers le client final et Réponse son avis. en une phrase, c'est le but du jeu aussi. Je ne le fais pas assez. Le designer est forcément... Deux phrases quand même. Le designer est forcément à l'écoute et en empathie en permanence, donc je tente d'écouter tout ce que je peux entendre, mais je n'ai pas effectivement ce feedback, et c'est quelque chose qui manque. Et je suis, je pense, la plus critique à l'égard de mes objets. J'espère toujours qu'ils soient meilleurs. Mais malheureusement, effectivement, je n'ai pas ce feedback. Je n'ai pas votre chance. Voilà. Constance Guisset, à Alon Zetoun. Peut-être tout simplement en tant que, je ne sais pas, peut-être cliente de Naturalia, voilà, est-ce que vous avez une remarque, un conseil Alors tout à l'heure, j'étais dans les loges de maquillage et j'entendais, donc tout le monde parlait des pains qui étaient vendus chez Naturalia, et donc on avait un débat sur le pain des fleurs. Et tout à coup, j'ai pensé que le fait de nommer les objets, ou en tout cas ce qu'on pouvait acheter avec des mots poétiques, était quand même une façon de les sublimer. Et je me suis dit, il faudrait que tous les produits peut-être s'appellent ainsi, donc le pain des fleurs, enfin voilà, il y a peut-être un travail à faire sur le fait de nommer les produits, mais je ne sais pas, c'est pas un conseil, c'est juste une idée qui m'est venue tout à l'heure en parlant de pain des fleurs. Ça peut se faire? Nous, on a beaucoup de produits dont on ne maîtrise pas la marque, puisqu'on est... Distributeur. On est distributeur, mais oui, ça peut se faire sur des pains, sur un certain nombre de pains pour lesquels typiquement on est. Faire rêver. C'est du vrac, donc on peut les nommer. Alors voilà, on va vérifier. Hein. Très bien. C'est quel magasin, comme ça je le fais dans ce magasin-là? Dans un seul. Alon Zetoun, Arnaud Deschamps. Un peu compliqué parce qu'en fait. Pas trop. Non, pas le conseil. Non, de répondre, parce qu'en fait, je ne suis pas client Nespresso pour les sujets qu'on a évoqués de capsules aluminium. Pardon. Non, mais c'est important. Bah, oui. Pourtant, ce sont les seuls du marché. Je savais pas que ça a été. Non, mais du coup, ça peut être ça. Et je sais qu'on a le même sujet, nous, on fait beaucoup de choses qu'on ne communique pas assez. Et ça, typiquement, je ne le savais pas. Donc, si j'avais un conseil, encore une fois, je n'aime pas trop donner conseils parce que. Je ne suis pas à votre place, mais c'est vrai qu'il y a un sujet de communication de ce que vous faites qui est peut-être à améliorer, qui est le cas dans toutes les entreprises. Un gros budget, dans ce cas. C'est un gros budget, la communication. Oui, mais on s'y prend pas très bien, visiblement. Elle est plus sur Georges Clooney. On avait envie que vous soyez encore meilleur. Sur la qualité, sur la qualité de la communication. Arnaud Deschamps, un conseil à Jean Sulpice? Ben oui, alors moi je suis administrateur de la Fondation Nestlé et hier on s'est dit en fait la Fondation, on n'aura plus besoin de la Fondation Nestlé le jour où tous les Français sauront se faire un repas en fait. Parce qu'il y a un énorme problème sur comment se faire un repas équilibré. On voit bien avec tous les régimes, tout le monde mange un peu n'importe comment, etc. Et je trouve que les chefs, ils ont vraiment joué leur rôle dans le rêve, la qualité, donner envie de cuisiner. Par contre, ils pourraient nous aider encore plus sur la communication auprès du grand public pour dire comment on fait un repas, comment on fait un repas à sa famille, comment on peut faire en sorte que les gens mangent de plus en plus équilibré. Voilà, donc pour l'instant, le travail qui a été fait par les chefs, je trouve qu'il est vraiment à l'assiette.
Et je trouve qu'il y aurait sûrement, on pourrait utiliser beaucoup plus vos connaissances et votre savoir-faire pour ne pas parler uniquement de l'assiette, mais du repas dans son intégralité. Ben, ça me fait plaisir que vous disiez ça parce que justement, c'est là où on travaille. C'est que la gastronomie, avant, elle était reconnue sur le bien manger, c'était d'avoir la peau du ventre qui était bien tendue. Aujourd'hui, bien manger, c'est suivre un rythme d'un menu qui fait que quand on sort, on ne part pas avec la faim, mais qu'on part avec, on se sent bien, quoi. Et qu'on ait découvert un rythme de produits différents, avec des assaisonnements, et avec des textures différentes, mais qu'on se sente bien. Et pour moi, le bien manger aussi, de demain, la cuisine de demain, bien manger, c'est du bien-être. Bien-être, c'est l'équilibre des menus, de franchir la porte d'un restaurant gastronomique et de dire, mais non, ça ne va pas être trop long, on va vivre une expérience et on va sortir de là, on se sera bien, quoi. Pour moi, c'est ça l'avenir de la gastronomie. Je participe à faire des cours de cuisine aussi, donc je pense que je contribue aussi à redonner envie de cuisiner à la maison, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que tout le monde est très pris, mais de donner envie à cuisiner, d'acheter un produit, de toucher, de l'humer et de s'inspirer de ce produit-là. Par exemple, moi à la maison, c'est pas moi qui vais faire les courses, c'est mon épouse qui va faire les courses, elle remplit le frigo, et moi je m'inspire de ce qu'elle a acheté pour faire des recettes et puis d'animer et faire plaisir à ma famille. Bien manger, c'est vouloir faire plaisir aussi. C'est faire plaisir à sa famille, c'est faire plaisir à ses autres qui sont autour d'une table. Et ça, c'est l'art à la française, c'est se retrouver autour d'une table et prendre du plaisir, rassembler du monde autour d'une table. C'est ça aussi, bien manger. Merci. Bien manger, c'est pas que manger des graines, que manger, suivre une mode. Bien manger, c'est prendre du plaisir. Et ça, c'est important. Et ça ne se crée pas. Et ça, combien d'entre vous mangent des graines? Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les 5 d'avoir été avec nous et pour ces interventions de qualité. Merci beaucoup.